Je suis avec Emily Fletcher, dont j'ai plusieurs fois mentionné le nom dans mon livre Le Code d'une vie extraordinaire. Emily est une amie et l'une des meilleures professeurs de méditation au monde, du moins à mes yeux. Elle enseigne dans sa propre école appelée Ziva, Z-I-V-A, à New York. Son site s'appelle Ziva Méditation. J'ai beaucoup appris à propos d'Emily et j'apprécie tout particulièrement la façon dont elle démystifie la méditation. Elle la rend accessible sous bien des aspects que beaucoup considèrent comme des excentricités. Elle donne désormais des conférences chez Google ou à Harvard. Mais on ne va pas parler de méditation aujourd'hui, même si je sais que c'est ta spécialité. J'aimerais discuter d'un autre concept que j'ai appris grâce à toi. L'idée que l'on reçoit parfois un appel que tu désignes comme celui de la nature. Certaines personnes l'appellent le moi supérieur ou l'univers, mais Emily utilise le terme nature. Dans mon livre, je fais référence à une anecdote qu'Emily a partagée avec moi et qui dit qu'il faut écouter cet appel de la nature quand on le reçoit. Emily, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord que tu nous parles de ton histoire et de ce qui t'a poussé à être à l'écoute de cet appel. Car ton parcours est vraiment remarquable. Tu es passé du statut d'actrice de Broadway à la création d'une entreprise phénoménale et couronnée de succès en un laps de temps relativement court, sans aucune formation au commerce. Comment as-tu réussi? Je pense que c'était surtout une question de temps. Je me suis lancée dans la méditation juste avant que ça devienne super tendance. Comme tu le sais, c'est l'un des outils les plus formidables qui existent. Et il y a de nos jours tellement d'études neuroscientifiques qui démontrent ses bienfaits qu'on ne peut plus affirmer que ce sont des bêtises. Ça a vraiment aidé. Mais comme tu le disais, c'est en grande partie dû au fait d'écouter la nature. C'est ce que j'appelle suivre l'envoûtement. En gros, ça consiste à écouter sa petite voix intérieure. Ça faisait un bon moment que j'étais actrice, je vivais à Los Angeles, et mon copain de l'époque et moi avions rompu quand un mois plus tard, il m'a appelé en me disant « Ce que je voulais dire, c'est veux-tu qu'on emménage ensemble ?» J'ai à peine réfléchi et dit « Oui ». J'ai abandonné toute ma vie à Los Angeles pour retourner à New York. C'était la première fois que je donnais la priorité à ma vie personnelle. Et c'est à ce moment-là que ma carrière s'est envolée de manière très positive. Placer mes désirs et ma vie personnelle avant mes objectifs a été une leçon formidable. Je sais que ça ne correspond peut-être pas exactement à ce dont tu parles, mais c'était ce que je voulais faire. Je pense en réalité que la nature communique avec nous à travers nos désirs. Le piège, c'est que quand on suit toujours un mode de vie basé sur les addictions, quand on pense que le café va nous donner de l'énergie ou que l'alcool ou l'argent va nous rendre heureux, la vie tourne toujours autour de l'idée que notre bonheur repose sur ces éléments et que nous en sommes dépendants. Quand on débute une pratique méditative, on commence à se tourner davantage vers soi-même pour trouver le bonheur, contrairement à la tendance qu'on a à se reposer sur l'aspect matériel. Une fois cet état d'esprit atteint, c'est beaucoup plus facile d'assimiler ces idées et d'entendre la nature frapper à notre porte. Pour illustrer ce point, j'aime bien anthropomorphiser la nature. Disons qu'elle est chef d'entreprise et qu'elle dirige 10 employés. 5 d'entre eux viennent travailler en retard, fatigués, avec la gueule de bois et ne terminent pas leurs tâches. Les 5 autres employés arrivent 10 minutes avant l'embauche. Ils ont terminé tout ce qu'ils avaient à faire la veille et ont plein d'idées créatives et de suggestions concernant le prochain projet. À votre avis, qui va recevoir une augmentation? Qui va être promu? À qui allez-vous communiquer votre prochaine idée et confier votre nouveau projet? Si on pense à la nature comme à une chef d'entreprise et à nous comme à ses employés, il est normal qu'elle veuille transmettre ses idées à des gens qui sont éveillés, à l'heure, qui passent à l'action et exécutent. Dans l'exemple que j'utilise, je considère que la nature est à la recherche de gens attentifs et motivés à passer à l'action. Elle est pleine d'idées et de projets qui ne demandent qu'à voir le jour. À l'époque, je sortais avec une star de la pop. Il se réveillait souvent au beau milieu de la nuit en faisant grrrr. Puis il se levait et commençait à écrire. Je lui disais « Reviens te coucher !» Il me répondait « Non, il faut que j'écrive cette chanson, sinon je vais l'entendre à la radio dans 2 mois. » C'était comme un premier aperçu de cette idée. J'ai par la suite regardé un documentaire sur Michael Jackson appelé « This Is It ». À un moment, il y a une interview de son agent dans laquelle il raconte que Michael Jackson l'appelait constamment à 4 ou 5 heures du matin pour lui dire « Lève-toi, j'ai quelque chose qu'il faut que tu écrives ». L'agent lui demandait ce que c'était et Michael répondait « Des lucioles. Il nous faut des lucioles dans le spectacle ». L'agent disait « Ça ne peut pas attendre demain ?» Michael lui répondait « Non, écris-le, car si on ne le fait pas, Prince le fera ». Ça m'a fait mourir de rire, car je me suis dit, le seul autre gars qui innove aussi vite que Michael Jackson, c'est Prince. Il était sur ses talons.
Michael bénéficiait de toutes ces idées et savait que s'il ne se bougeait pas le derrière, s'il ne les faisait pas se manifester, alors la nature trouverait quelqu'un d'autre d'attentif et prêt à se lancer. J'adore cette histoire. J'ai tellement d'idées commerciales, mais je les laisse souvent de côté car j'ai une entreprise à gérer. Après avoir eu cette conversation avec toi, j'ai commencé à leur porter un nouveau regard. J'ai développé chaque nouvelle idée. Pas à fond, mais j'ai pris les devants. Je l'ai partagé. J'ai fait des simulations pour voir ce que les gens en pensaient. Grâce à cette approche, cette idée s'est de plus en plus concrétisée, à tel point que l'on s'apprête à lancer une superbe nouvelle technologie au cours des 6 prochains mois. Je suis super impatient. J'adore ce que tu dis et je pense qu'il est vraiment important d'écouter ses instincts, de se dire qu'on est l'élu. Oui, on est l'élu. Et si on choisit de ne pas passer à l'action, la nature choisira quelqu'un d'autre. Merci Émilie. As-tu quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous regardent? Oui, quand vous entendez chuchoter cette petite voix provenant de votre intuition, écoutez-la et agissez, car plus vous agirez rapidement, plus vous aurez d'inspiration. Ça deviendra une magnifique spirale de positivité. J'aimerais rebondir sur cette notion. Je me rappelle avoir lu le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Il y parle des premiers pas. Ils sont très importants. Je me rappelle d'une blague. Je ne sais plus où je l'ai entendue, mais peu importe. C'est un homme qui veut vraiment gagner au loto. Il médite tous les jours et se visualise en train de gagner. Il commence à prier Dieu quotidiennement pour y arriver. 1 mois, puis 1 année passe. Et tous les jours, 5 fois, 10 fois par jour, assidûment, il médite, imagine, prie Dieu pour gagner au loto. Pendant 50 ans, il continue cette routine. Un jour, il traverse la rue et bam, il se fait renverser par un bus. Il atterrit au paradis, rencontre Dieu et lui demande « Quel est le problème ? J'ai prié chaque jour, je t'ai demandé des dizaines de fois de m'aider à gagner au loto. » Dieu lui répond « Tu aurais au moins pu acheter un ticket. » C'est ça l'idée, faire un premier pas. Dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoleon Hill en parle en disant qu'un premier pas est une preuve d'intention. Pas besoin d'être certain d'aller dans la bonne direction. Avancer suffit. Si vous pensez à créer votre entreprise mais n'avez pas la bonne idée, allez simplement enregistrer son nom. C'est ce que j'ai fait avec Mindvalley. C'est un premier pas. Mais quand on le fait, on obtient une nouvelle information, puis une autre. Cette première action sera peut-être en décalage par rapport à votre objectif, mais vous commencerez à vous corriger vous-même et finirez par l'atteindre. La plupart des gens attendent que la bonne réponse leur tombe dessus, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut avancer avec ce que l'on a, se corriger soi-même et hop, on atteint son objectif. Les premiers pas sont donc vraiment essentiels. Il faut agir selon son inspiration. Oui, c'est magnifique. Ça me rappelle aussi ce que je dis toujours. Quand on est pris d'inspiration, on s'inquiète du moment, où elle surviendra et de comment la gérer. Mais le quand et le comment ne sont pas de notre ressort. Le quoi et le pourquoi le sont. Qu'est-ce que je veux et pourquoi? Si vous arrivez à avoir une vision claire de ça et accomplissez ces petits pas en avant, le quand et le pourquoi couleront de source. On essaie toujours d'être en contrôle, de maîtriser le résultat ou de contrôler le temps alors qu'en fait, à partir du moment où on a l'idée, il faut passer à l'action et se corriger soi-même en cours de route. Ce qui doit arriver arrivera. C'est ce que vivre selon son inspiration signifie. Merci de nous avoir rejoints pour cette courte et rapide interview avec Emily Fletcher. À bientôt les amis.